C'est un garçon que j'aime énormément et chaque jour je me sens plus proche de lui parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la chronique qu'il va faire, quelque part j'aurais pu dire la même chose. Vous nous parlez, David, de l'invention des tests de QI. Ouais. Vous savez que la plupart du temps, lorsque je fais une chronique, j'essaye de tester la chose de laquelle je parle, de m'en imprégner pour pouvoir mieux en parler. Et si j'avais suivi cette tradition pour préparer cette émission, j'aurais dû faire un test de QI. Mais non, je ne l'ai pas fait. Pour la même raison que je ne fais pas de sudoku, parce que j'ai peur de découvrir que je suis objectivement con. C'est terrible le QI de ce point de vue-là. Je veux dire, vous mettez un chiffre sur votre intelligence, un chiffre avec lequel on peut pas discuter au même titre que votre poids ou votre taille. Oui. Bonjour, je m'appelle Michel, je mesure 1m80, je pèse 70 kilos et je suis teubé. Oui. Et c'est comme ça. Et moi, je veux garder mes illusions. Oui, je veux pouvoir me laisser le bénéfice du doute et je veux garder ce bénéfice jusqu'à ma mort. Je suis peut-être teubé, mais personne ne peut le prouver. Voilà. Alors bon, d'où ça vient cette idée bizarre de mettre des chiffres sur l'intelligence des gens? Eh bien, ça vient de France. C'est français. C'est une invention française. À la fin du 19e siècle, l'école est devenue obligatoire en France, de 6 à 14 ans. Et donc, brusquement, il y a en gros 100% des enfants qui se sont retrouvés sur des bancs à apprendre des trucs. Sauf qu'on s'est rendu compte, bien sûr, qu'il y en avait qui étaient sensiblement plus forts que les autres et qui avaient, qui étaient sensiblement moins forts que les autres et qui avaient donc besoin qu'on s'occupe d'eux individuellement. Et au tout début du XXe siècle, l'administration s'est dit ce serait bien d'avoir un test qui puisse déterminer de façon un petit peu systématique quels sont les élèves qui ont besoin d'une attention spéciale parce qu'ils sont un peu teubés. Et ils ont confié la tâche à un psychologue qui s'appelait Alfred Binet, un monsieur qui avait une moustache. Je dis ça, mais c'était pas une bonne façon de le reconnaître, parce que 100% des gens avaient une moustache à ce moment-là. Alfred, il a publié son premier test standardisé en 1905, et ça a été la base de tous les tests de QI du monde. Alors, comment ça marche, un test de QI? Ça marche de la façon suivante. On vous pose un certain nombre de questions qui sont groupées par catégorie, la représentation dans l'espace, la rapidité d'esprit, la mémoire, etc. Et là, on prend les réponses de tout le monde et on fait la moyenne et on dit les gens qui ont eu la moyenne au test, on dit qu'ils ont un QI de 100. S'ils ont 15% de plus que la moyenne, on dit qu'ils ont un QI de 115, etc. Mais le truc, on le voit, c'est que contrairement à ce que j'ai dit au début, c'est pas un score absolu, puisque votre score dépend du score des autres. C'est un concours, en fait. Alors bien sûr, l'idée, c'est que le groupe soit suffisamment large et représentatif de la population pour que cette moyenne, elle veuille dire quelque chose. Mais ce qui est assez fou, c'est de voir que depuis que le test existe, il a dû être modifié plusieurs fois pour que la moyenne reste à 100. Lorsqu'on donne des tests très anciens à des gens d'aujourd'hui, on se rend compte que l'intelligence a augmenté et a augmenté beaucoup. Les intelligences normales de 1905 aujourd'hui, elles seraient considérées comme au seuil de la débilité. Vous voyez ? Et les intelligences normales d'aujourd'hui, en 1905, elles auraient été considérées comme au seuil du génie. Alors on pourrait se dire, mais attends, c'est chelou, le cerveau des gens, on s'entend, il a pas changé. Et non, il n'a pas changé le cerveau, mais c'est probablement des facteurs environnementaux qui l'expliquent, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la nutrition, etc. Alors bon, le QI, il faut quand même s'en méfier un petit peu, parce que, je veux dire, ça a pu amener à quelques politiques douteuses au XXe siècle. En 1924, pardon, oulala, je perds ma voix. J'ai trop peur d'être bête, en fait. En 1924, par exemple, l'État de Virginie aux États-Unis, il a voté une loi qui autorisait la stérilisation forcée des gens qui avaient un QI faible. Ah oui, ça va loin, oui. Les nazis, ils ont carrément autorisé le meurtre d'enfants qui avaient des QI faibles. Personnellement, et ça va peut-être m'amener des problèmes de le dire publiquement, je suis contre ces méthodes. Voilà, et je dirais même que dans l'ensemble, je suis contre le nazisme. Voilà, voilà, je prends des risques, mais je le dis. Alors, il y a une petite question qui reste quand même, c'est est-ce qu'on peut augmenter son score à un test de QI? La réponse n'est pas parfaitement claire, mais dans l'ensemble, ça a l'air d'être plutôt non. Hein, voilà. Mais si on l'a fait une fois, on peut pas être meilleur. On peut pas. D'après, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années pour tester des programmes d'entraînement qui affirmaient qu'ils pouvaient augmenter le QI des gens. Et ben, en fait, non. En fait, dans l'ensemble, a priori, on ne peut rien faire. Ce qui est une raison de plus vraiment pour ne jamais faire de test de QI. Voilà. Mais merci beaucoup, David. Et non, parce que Olivier Pouls nous a dit qu'il avait un QI de 152. Donc vous avez fait le test. C'est-à-dire que quand vous avez quitté la Belgique pour la France, ils vous ont demandé un test de QI. Non, en fait, les tests de QI en Belgique sont beaucoup plus faciles. Alors, un 152 belge ne vaut pas un 152. Ça vaut un 70 français. Oui, c'est ça. Vous êtes sûr que c'était pas un test de connaissances culinaires? Ah, je sais pas, peut-être. Tiens. C'était pas ton taux d'alcoolémie, hein, pour 52 plutôt. En sortie de soirée. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio.
radio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.